après m'être raqué là, le fond du cou, donc je vais vous rendre un peu compte du travail du groupe organoïde. Et vous avez vu, comme vous voyez en bas, c'est écrit organoïde et embryoïde. La raison est le fait que ce groupe, c'est à peu près le même groupe. Il y a un peu des changements, mais le noyau du même groupe s'est occupé pendant plusieurs années des embryons et de la recherche sur l'embryon. Pour terminer sur comme Hervé Schneeweiss l'a dit ce matin, sur la construction d'entités embryonnaires qui ne sont pas vraiment des embryons, mais qui ressemblent à des embryons et récapitulent certains développements de l'embryon. Et ça nous amène immédiatement aux organoïdes, qui est le sujet dont nous nous occupons actuellement. C'est donc véritablement un travail qui est en progrès et qui débute seulement sur les organoïdes. Et la première chose, bien sûr, c'était d'essayer de trouver une définition des organoïdes un peu consensuelle, parce qu'on en trouve énormément dans la littérature, d'autant que c'est un domaine en pleine expansion. Alors on a repris celle de Bourse et de ses collègues qui définissaient donc organoïdes comme qui ressemblent à un organe. On pourrait dire que c'est des mini-organes d'une certaine manière, si on veut être très rapide. Les organoïdes donc, sont définis par 3 caractéristiques, c'est l'important. Les cellules s'organisent in vitro, donc c'est fait in vitro, en une structure tridimensionnelle caractérise de l'organe in vivo, d'où l'expression mini-organe utilisée par certains. La structure résultante est constituée de multiples cellules présentes dans cet organe particulier, et ces cellules, c'est important, exécutent au moins certaines des fonctions qu'elles exercent normalement dans cet organe. Donc la fonction de l'organe est, en fond, reproduite in vitro. Alors parmi ces organoïdes, il y a les gastruloïdes, c'est les pseudo-embryons, enfin ces entités embryonnaires, qui constituent un certain type d'organoïdes. Ils sont cultivés à partir de cellules souches pluripotentes humaines et récapitulent les premiers stades du développement embryonnaire. Vous voyez, c'est un vaste sujet, et c'est un sujet qui, en plus de ça, véritablement, où les recherches se développent, et pour lequel la réflexion éthique accompagne, bien entendu, mais est encore à ses débuts. Alors, mais avant de passer à l'éthique proprement dit, il est important aussi de bien distinguer les organoïdes de choses qui ressemblent, et notamment l'important de souligner que les organoïdes ne sont pas de simples cultures de cellules 3D, parce que ce qui fait la différence, c'est ce qu'on avait vu auparavant, c'est la fonction de l'organe. Dans les organoïdes, la fonction de l'organe est reproduite ou préservée, dites ça comme vous voulez, et c'est ça donc qui définit l'organoïde. Les organoïdes, en plus, ça s'organise en principe tout seul, alors que les produits de la bioingénierie utilisent une matrice. Bien entendu, il y a des cas où il y a les deux, j'entends, mais ça fait une différence quand même. Et enfin, l'impression 3D dont on parle beaucoup. L'impression 3D, c'est un outil technologique qui peut servir à créer des modèles, alors soit des cultures de cellules 3D, mais aussi des organoïdes. Donc c'est quelque chose qui, là aussi, va probablement jouer un rôle important dans les organoïdes, mais pas uniquement. Donc encore une fois, je le souligne, pour ce qui caractérise l'organoïde, c'est la fonction et l'auto-organisation. Alors, ça pose un certain nombre de questions éthiques. Alors, la plupart de ces questions éthiques ne sont pas vraiment nouvelles, mais souvent c'est comme ça en éthique. J'entends, on ne réinvente pas la roue chaque fois qu'il y a une nouveauté technologique, biotechnologique, heureusement, mais ça renouvelle la façon dont on pose la question et ça souligne certains aspects des problèmes qu'on connaissait déjà, voire parfois ça en résout un certain nombre. Alors, on a identifié un certain nombre d'enjeux éthiques, disons, je dirais génériques, qui sont valables pour tous les organoïdes. La première question éthique, évidemment, c'est la question classique de l'évaluation des risques et des bénéfices. Évidemment, c'est une question technique d'une certaine manière, mais qui répond au principe éthique qu'il est immoral de faire courir à des êtres qui ont une importance morale des risques qui ne sont pas compensés par des bénéfices ou sans leur consentement. C'est évidemment pas le cas chez les organoïdes, bien entendu. Donc les questions de sûreté aussi ou de sécurité, comme on dit, et puis évidemment à balancer donc les risques pour la santé, alors, évidemment quand ça va être employé en clinique, pour la santé des patients, etc. Et donc des risques à balancer contre les bénéfices médicaux. Les plus fréquemment cités sont, alors dans une question de recherche fondamentale, une meilleure compréhension des maladies des organes, mais aussi la possibilité de tester des médicaments personnalisés, parce qu'on va pouvoir tester les médicaments sur des organoïdes plutôt que sur des patients.
et à terme peut-être même de régénérer les organes, c'est-à-dire de pouvoir remplacer des organes par des organes qui seraient fabriqués in vitro. Et on espère, on a aussi des espoirs pour la rémédiation des lésions cérébrales ou des lésions de la moelle épinière, qui effectivement sont des conditions extrêmement graves et pour lesquelles on n'a pas grand-chose à proposer du point de vue médical maintenant. Ça, c'est un premier sujet, donc une vaste question, et c'est au fur et à mesure que la recherche va se développer qu'on va pouvoir mieux appréhender quels sont les risques et quels sont les bénéfices de l'autre côté, et on y reviendra si certains bénéfices ne sont pas un peu des... On fait miroiter le miroir aux alouettes, d'une certaine manière. Le deuxième point, c'est la création des chimères, parce qu'effectivement, il y a déjà quelques cas de transplantation d'organoïdes humains dans des animaux pour voir comment ils se développent. On voit comment un organe humain peut se développer chez l'animal. Mais la création de chimères, comme vous savez, pose un certain nombre de questions éthiques et juridiques aussi dans certaines situations. Le consentement des donneurs, puisque évidemment on va développer ces organoïdes à partir de cellules souches de donneurs et de patients. Et évidemment, tout ce qui va pouvoir en être développé va être peut-être source de profit. Alors ça pose une question qui est bien connue. Bon, en France, ça a été résolu par le fait de la gratuité du don, mais il est clair, par exemple, que le modèle anglo-saxon est complètement différent. Alors, vous me direz, on est en France, on n'est pas des pays anglo-saxons, mais avec la mondialisation des marchés, etc., les questions peuvent se reposer. À qui vont les bénéfices des dons de ces cellules? L'éthique animale, c'est tout autre chose. Effectivement, on a remarqué que si les organoïdes deviennent des modèles intéressants pour tester les médicaments, mais ça va pouvoir faire diminuer le nombre d'animaux utilisés. Et si on arrive à fabriquer des organes entiers, tout le débat et les recherches autour des xénotransplantations pourrait disparaître parce qu'on aurait des moyens plus efficaces et en tout cas et plus sûrs de créer des organes, et avec un effet bien entendu sur le don d'organes aussi. Évidemment, ce n'est pas pour un futur proche. L'augmentation de l'être humain, ça c'est quelque chose qui est toujours à l'horizon. On pourrait construire des organes artificiels plus performants afin de dopage sportif, comme des os plus résistants. Maintenant, Pistorius a utilisé des prothèses métalliques, mais on pourrait imaginer effectivement de renforcer un certain nombre d'organes, augmenter la capacité pulmonaire. Je ne sais pas, moi je suis philosophe, donc je ne suis pas particulièrement bon pour pouvoir dire ce qu'on pourrait faire et ce qui est faisable ou non au niveau biologique. Mais enfin, l'imagination, notamment les transhumanistes, on n'ira pas jusque-là, mais ils ont une imagination assez intéressante, disons, et on peut leur faire confiance pour trouver un certain nombre d'applications. Enfin, ce qui est intéressant, alors c'est beaucoup plus général, mais c'est ce que je soulignais au début, l'éthique ou l'idéologie de la promesse. On va parler de traitement miracle, on va promettre plein de choses. C'est lié aussi à la communication, parce qu'on sait que, aussi pour faire des publications, pour obtenir des crédits, certains chercheurs ont parfois tendance à exagérer légèrement les retombées bénéfiques et thérapeutiques de leur recherche. Donc là, dans le domaine des organoïdes, je pense que c'est une question à prendre très au sérieux et à développer. Donc, voilà une série donc, de questions éthiques qui se posent à propos des organoïdes et qui sont relativement classiques et génériques. Il y a maintenant deux types d'organoïdes qui posent des questions, alors ces questions épineuses, on verra, mais qui sont en tout cas plus particulières, c'est les cérébroïdes, ce que certains appellent les mini-cerveaux, vous comprenez tout de suite pourquoi, et les gastruloïdes, c'est-à-dire les pseudo-embryons. Pour les... Déjà, concernant les cérébroïdes, évidemment, alors, la question a déjà été posée, j'ai mis deux citations, et si ces mini-cerveaux développaient quelque chose comme une sensibilité à la douleur ou une conscience. Alors, on nous a dit ce matin, et c'est, je pense, assez correct, qu'on emploie tous le terme conscience dans un sens extrêmement vague, et c'est valable depuis le XVIIe siècle, c'est-à-dire depuis que le mot a été inventé en français, parce qu'il n'existait pas auparavant, n'est-ce pas, et en anglais aussi. Donc, on ne sait pas très bien ce que c'est que la conscience, mais enfin, on estime que c'est important. Et vous voyez déjà, tiré de deux articles récents, certains chercheurs se sont interrogés sur les capacités sensorielles des organoïdes. Et Henry Gooley, qui est un bioéthicien assez en vue aux États-Unis, relève à quel moment craindrions-nous qu'ils puissent développer une capacité de perception, y compris de la douleur. Souvenez-vous de ce matin ce qu'a dit Emmanuel Hirsch aussi concernant cette
personne en état végétatif chronique qu'on a entre guillemets réveillée. Est-ce qu'on n'a pas simplement restauré chez elle la capacité de souffrir qu'elle avait perdue? Alors là, il ne s'agit pas d'être entier, il s'agit d'organes, mais bon, enfin, certains posent en tout cas la question. Et une préoccupation plus lointaine est de savoir, continue Greeley, si les organoïdes pourraient un jour développer quelque chose comme la conscience ou l'intelligence humaine. Pour l'instant, on a l'intelligence artificielle, c'est déjà problématique. On aura l'intelligence des organoïdes. On peut coupler les deux. Vous savez qu'il y a des robots qui sont déjà dirigés par des neurones. Donc, voilà. Et Riordan, qui fait souvent des articles dans du journalisme scientifique de bonne qualité, a relevé que dans une étude, pour la première fois, des mini-cerveaux, alors c'est le terme qu'il a employé, cultivés in vitro, ont spontanément produit des ondes cérébrales semblables à celles de l'être humain, et les schémas électriques ressemblent à ceux observés chez les bébés prématurés. Voilà, disons, c'est une donnée, c'est une étude. Qu'est-ce que ça veut dire d'observer des ondes cérébrales, quel rapport des ondes cérébrales et de la douleur et de la conscience? Là, on retombe dans des questions quasi métaphysiques, et là, le philosophe se sent évidemment nettement plus à l'aise. Du rapport entre l'âme et le corps. Mais bon, je vous en ferai grâce puisque Marc me rappelle que je dois accélérer. Voilà, alors là je vais sauter tout ça. Et pour les gastruloïdes, alors ça c'est effectivement le développement depuis un certain nombre d'années d'entités qui récapitulent certains développements de l'embryon et jusqu'à des périodes qui vont plus loin que l'apparition de la ligne primitive, qui avait déterminé la limite des 14 jours dans les pays anglo-saxons pour l'autorisation de la recherche. Donc, est-ce que cette limite va sauter? On va voir. Et le CEI, c'est-à-dire nous avions, dans notre dernière note sur la recherche sur l'embryon, que je vous recommande, qui est sur notre site, utilisé le terme MEUS, comme l'a dit Hervé Schneva ce matin, modèle embryonnaire à usage scientifique pour désigner ces entités. Et là, une des questions qui se pose, évidemment, c'est quel est le statut moral de ces entités, qui rappelle tous les débats liés au statut moral des embryons, puisque ça ressemble un peu à un embryon. Et si vous voulez en savoir plus, la pub était dehors, mais bon, je profite, puisque Pierre Joannet, qui était l'un des animateurs de notre groupe, a coordonné ce livre sur la recherche sur l'embryon, où il y a un chapitre sur le statut de l'embryon, dont je suis le modeste auteur. Je vous remercie. Vous pouvez m'applaudir.